Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du dernier week-end d'Amil, donc qui était celui du 24 au 26 juillet, week-end d'Amil qui fut pour moi à nouveau un week-end 100% graphique, donc je vais vous présenter les lectures que j'ai fait durant ce week-end. Alors, j'ai commencé par Sorcière, le tome 1, Le mystère du jeteur de sorts, de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier aux éditions Kenes, une très jolie bande dessinée jeunesse, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que je pense qu'elle est assez connue. Donc on va y suivre deux petites sorcières qui sont sœurs, pas de surprise on va dire. On a Harmonie et j'ai oublié le nom de l'autre sœur, forcément, parce que sinon c'est pas drôle, bref. Harmonie et Miette, je crois. Je crois que c'est Harmonie et Miette, il me semble. Et donc, elles vont vivre des petites aventures. On a deux histoires différentes dans cet album. C'est très mignon. Les couleurs sont hyper chaleureuses. C'est choupi au possible. Voilà, clairement, j'ai passé un très bon moment. C'était très distrayant, très mignonnet. Voilà, deux petites histoires assez simples. C'est plutôt orienté jeunesse, je pense. Donc voilà, si vous avez des enfants, je pense que ça peut être une bonne option. Voilà, si vous avez envie d'avoir des petites histoires de sorcières. Je ne me précipiterai pas pour lire la suite, mais si j'ai l'occasion de tomber dessus en bibliothèque notamment, pourquoi pas. Donc, sorcière. Rien de spécial à dire de plus sur cette bande dessinée qui reste assez simple. Ensuite, alors, on a End, tome 1, Elisabeth. Donc, c'est paru chez Soleil Collection Métamorphose. C'est de Barbara Canepa et Anna Merli. Et tout d'abord, on va s'arrêter 30 secondes sur la beauté de cette couverture, mais également sur la beauté intérieure de ce titre. Si on aime ce genre de titre un petit peu gothique, les illustrations sont tout bonnement magnifiques, le choix des couleurs. Alors on est très dans du bleu, du vert, un petit peu on va faire celle-là, voilà, celle-là. Un petit peu du gris aussi. Voilà, c'est une ambiance gothique, un peu malsaine, c'est dark, voilà. C'est le vrai point fort de ce titre. Par contre, il y a un vrai souci avec cet album, hein, c'est qu'à la base, si j'ai bien vu, ça aurait dû être une trilogie. Sauf que on n'a eu que ce tome 1, les deux autres tomes ne sont, en tout cas à ce jour, ne sont pas parus. Et du coup, on se retrouve avec un tome 1 qui certes est magnifique, hein, mais qui est hyper introductif. On découvre donc Elisabeth, la demoiselle qui est en couverture et dont on assiste à l'enterrement au début de l'histoire. Sauf que elle assiste elle-même à son propre enterrement. Donc est-ce qu'elle est morte ou pas? Pourquoi? Que se passe-t-il? Comment elle est morte? On a plein de questions qui malheureusement vont rester sans réponse, puisque on a eu que ce tome 1 qui nous amorce un tout petit bout d'un univers qui avait l'air pourtant assez fantastique. C'est un album qui en plus est assez poétique, assez... alors j'irai pas jusqu'à dire onirique, mais qui reste... ouais, poétique, oui, effectivement. Je ne vois pas d'autres mots comme ça spontanément qui me viennent. Donc on reste avec un album qui est magnifique, mais voilà, au niveau de l'histoire, on reste un peu clairement sur sa fin. Voilà, c'est dommage. Après, bon, c'est peut-être faute à des soucis que nous, lecteurs, on ne connaît pas, mais c'est vrai que du coup, on arrive à la fin et puis on reste un peu bec dans l'eau. C'est fort dommage. Je pense que ça aurait été probablement une trilogie très intéressante, mais voilà. Malgré tout, je peux vous la recommander si vous avez envie de découvrir un titre un peu limite malaisant par moment. On a notamment une ou deux planches où cette demoiselle est un peu dénudée. J'avoue que ces deux planches m'ont un peu j'étais un petit peu étonnée. Voilà. On a aussi parfois des personnages qui visuellement se ressemblent un petit peu. Donc c'est parfois un petit peu difficile de savoir qui est qui, mais il n'empêche que ça reste une très jolie bande dessinée, une histoire qui à mon sens aurait peut-être pu être développée davantage forcément. C'est que le premier tome. Et voilà, si vous avez envie de découvrir malgré tout, n'hésitez pas parce que ça reste un très bel objet malgré tout. Voilà, donc End le tome 1.
Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Freak Squill de Florent Maudoux, toujours chez Ankama. Le tome 4 s'appelle Succube Pizza. On continue à suivre notre trio fou Ombre, pardon, le loup, Mao, l'humaine et Chance, la démone. Ils ont, ça y est, validé leur première année à l'école de super-héros et rentrent donc en deuxième année. L'établissement a un petit peu changé suite aux événements qu'on a dans le tome précédent, le tome 3. On continue à les suivre, c'est toujours assez fun, il leur arrive plein d'aventures. Voilà, clairement, si vous avez aimé... alors, on a une très très jolie première double planche. Hein. Voilà. De présentation des personnages que je trouve absolument sublimes. Hein, voilà. On a à nouveau des pages grisées, enfin des pages en noir et blanc, pardon. Hop là. Et des pages couleurs. Voilà, on a les deux. C'est toujours visuellement très réussi. Au niveau de l'histoire, il se passe plein de choses, il leur arrive plein d'aventures, il y a toujours de l'humour. Voilà, rien voilà. Si vous avez aimé les tomes d'avant, vous aimerez celui-là, clairement. Clairement. Et puis ben voilà, je vais continuer à découvrir cette série, que vous allez donc continuer à voir, hein, puisqu'il y a 7 tomes dans cette série. Très bonne lecture, hein, très bonne lecture, ça reste toujours très sympa et très agréable. Ensuite, on va passer à Killing Joke, avec Alan Moore au scénario et Brian Bolland au dessin et à la colorisation, je crois. Alors, Killing Joke est considéré comme un classique du comics. C'est pour ça que j'avais envie de le découvrir. C'est un titre dont j'ai entendu quand même pas mal parler. On va y suivre le Joker qui, une énième fois, s'évade de l'asile d'Arkham et Batman va se lancer à sa poursuite. On va être complètement du point de vue du Joker dans ce titre, et c'est un titre intéressant parce qu'il aborde le rapport qui existe entre le Joker et Batman. Le lien finalement assez important qu'ils ont tous les deux. Ils restent liés malgré tout, et donc voilà, ça aborde ça. On a aussi le Joker nous raconte son origine, enfin son origin story, on va dire, d'une manière un peu particulière. C'est-à-dire qu'on a, je vais vous montrer, hein, on a des planches que moi je trouve sublimes. On a également un découpage proposé par Alan Moore que j'aime vraiment beaucoup. C'est très 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 séquentiel, très 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 bien. Enfin, moi je trouve ça, j'adore. Vraiment j'adore. On n'est pas du tout dans des planches, alors on en a quelques-unes hein, comme là. Voilà. On n'a pas du tout de planches explosées dans de l'action comme on l'a dans d'autres comics. On reste vraiment dans un découpage presque franco-belge. Presque. Et donc on a des parties en couleur. Et quand le Joker nous raconte son passé, on bascule dans... Alors, pas vraiment dans du noir et blanc, plutôt dans du monochrome. Du monochrome, ouais, si, grisé, je dirais. Avec malgré tout, à chaque fois qu'on a donc ces pages noir et blanc, on a également voilà, un objet qui reste en couleur, malgré tout. Donc un petit objet qui a, qui a son importance parce que là c'est un poulpe, hein, donc c'est pas très agréable. Et puis là, vous voyez, ce sont des crevettes. Et puis on a un casque. Vous découvrirez après quelle est son importance. J'ai beaucoup aimé ce titre. J'ai beaucoup aimé. Mon seul regret, c'est qu'il est court. Il est court. Ça fait... il fait... Ouais, là, on a 50 pages. On a 50 pages. Et après, on a également j'allais dire une nouvelle. Dans l'idée, c'est ça, hein, qui s'appelle Un parfait innocent. Qui n'est pas forcément lié à Killing Joke. Mis à part que je pense que c'est Tom, n'importe quoi. Brian Bolland qui l'a scénarisé et dessiné. À mon avis, je ne pense pas que ça soit un texte d'Alan Moore. Mais voilà, on a aussi ça, c'est assez intéressant. Et à la fin, on a, moi j'adore, des croquis, voilà, avec quelques explications sur le travail voilà, que réalise le dessinateur. On a également voilà, les couvertures de comics qui ont été réalisés, soit en lien avec Killing Joke, soit pas forcément, mais en tout cas, on a des choses comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ce titre. Je vous invite à le découvrir.
Voilà, je vous invite à le découvrir. J'ai pas dit, c'est publié chez DC Comics, Urban Comics. Oui, mon lapin l'a un peu attaqué, il l'a bien aimé aussi. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment et je vous le recommande si vous avez envie de découvrir même les comics, pourquoi pas, c'est une bonne porte d'entrée parce qu'on n'a pas de lien avec d'autres événements passés au futur. En tout cas, si, s'il y en a, moi, ne pas les connaître ne m'a pas dérangé. Voilà. Donc, Killing Joke, pardon, d'Alan Moore et Brian Bolland. Et on va terminer par une série de mangas pour pas changer, pour pas perdre les bonnes habitudes. Elles sont un peu mélangées. Alors, j'ai terminé par la série Le berceau des mers, The Cradle of the Sea de Mei Nagano, publié chez Komiku. Donc ça, c'est le tome 1. Nous avons le tome 2. Nous avons le tome 3. Et nous terminerons par le tome 4 qui est beaucoup plus gros. Vous constaterez que les couvertures sont superbes et pas que. Donc là, on va faire la rencontre de la demoiselle qui est ici en couverture, Monica, qui est une demoiselle très pauvre, qui vit complètement dans la misère avec son oncle. Et son oncle n'hésite pas à l'exploiter, à l'envoyer travailler pour qu'elle lui ramène de l'argent, que lui va dépenser dans le jeu, bien évidemment. Elle se fait frapper, enfin voilà, elle est vraiment elle a vraiment une vie horrible. Et elle va se retrouver par tout un concours de circonstances dont je n'ai pas forcément envie de vous raconter, à enlever le petit garçon qui se trouve ici. Petit garçon qu'elle connaît puisque précédemment elle était sa nurse, elle s'occupait de lui et le père de ce petit garçon a malheureusement disparu, donc la demoiselle a été renvoyée quand le reste de la famille a récupéré la maison et donc l'éducation de l'enfant ici présent. Donc elle va être amenée à le recroiser, va prendre la décision de l'emmener, elle va partir avec lui et elle va monter sur un bateau, on voit ici derrière, et elle va donc partir à l'aventure pour retrouver le père du petit garçon qui était donc son maître. Voilà, on peut dire son maître. C'est d'ailleurs le terme qui est employé dans le manga. Voilà. On va donc partir sur 4 tomes à l'aventure sur les mers, pas forcément en mode pirate, hein, parce qu'on est plutôt dans l'Angleterre de la Révolution industrielle, donc on n'est pas du tout, il n'y a pas d'histoire de pirate, on est vraiment dans la recherche de ce maître, de ce monsieur. Et également, on va découvrir qu'il y a quelque chose qui tourne autour des bateaux et d'un bateau en particulier. Qu'on va découvrir tout au long de l'histoire. On est vraiment dans un manga d'aventure, c'était très agréable, c'est un sujet assez original. On n'a pas beaucoup ce genre de titres, je trouve, en France. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas forcément tombée dessus, mais j'ai pas l'impression qu'on en ait forcément beaucoup. Un manga d'aventure. On a au démarrage des pages couleurs qui sont très jolies. Vraiment très joli. Au niveau du dessin, alors on a également des pages entre les chapitres qui sont comme ça. Donc celle-là elle est en couleur et après on les a bien évidemment en noir et blanc. Après on a, voilà, je les trouve vraiment magnifiques. Au niveau du dessin, au niveau des visages, je trouve que parfois on peut être amené à confondre certains personnages, ils ne sont pas assez différenciés les uns des autres. Mais il s'avère que c'est le premier manga de l'autrice, si j'ai bien fait mon travail de recherche. Donc ça, c'est un peu gênant. Par contre, on a, même si parfois on a peu d'arrière-plan, quoique, c'est pas forcément toujours le cas, on a des doubles pages que moi je trouve magnifiques. Vraiment, on a des doubles pages qui sont absolument sublimes. Voilà, même là, à la page, celle-là, la page d'illustration, entre les chapitres, elle est absolument superbe. L'histoire mise en place, elle est également assez intéressante. Vraiment, il faudrait que je le relise d'ailleurs, parce que je ne suis pas certaine d'avoir absolument tout compris au cheminement de certaines choses. C'était assez intéressant, assez instructif également. Voilà, je vous le recommande avec grand plaisir si vous aimez les titres, vraiment les titres d'aventure. Vraiment les titres d'aventure. Si vous avez aussi envie de lire quelque chose un petit peu différent, si vous pensez que les mangas ce n'est, entre guillemets, même si c'est pas mon opinion à moi, mais en tout cas que du shonen ou de la baston,
ou des histoires d'amourettes, on peut avoir un petit peu dans les cheveux, même si c'est pas non plus ce que moi je pense. C'est typiquement le genre de titre qui peut faire changer d'avis quelqu'un, à mon avis, voilà. Et puis, je voulais notifier quelque chose. À la fin, dans les 4 tomes, on a ça. Et j'ai trouvé ça vraiment super. On a des bonus. Donc, ça se met sur une page comme ça, une page dessinée avec un petit peu de texte. Et l'autrice nous raconte à chaque fois des moments perdus. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous êtes lecteur, quand vous lisez une histoire, il y a toujours des moments où nous, lecteurs, on ne rentre pas. Par exemple, des personnages vont dans un café, les personnages secondaires vont dans un café, et puis nous, on continue de suivre le personnage principal, sauf que ceux qui sont dans le café, on ne les suit pas. Voilà, j'appelle ça un peu un moment perdu. Et bien, l'autrice va nous raconter ce qui se passe pendant ces petits moments perdus. On ne peut pas dire que c'est des révolutions au niveau des événements qu'on a dans l'histoire, mais ça apporte quelques éléments qui sont vraiment intéressants et vraiment sympas à découvrir au niveau de l'attachement des personnages. Moi, en tout cas, vous l'avez compris, c'est un titre que j'ai beaucoup aimé, c'est un titre que je vous recommande chaudement. Même si il y a un petit souci avec ce titre, c'est que vous allez trouver les tomes 1 et les tomes 2 assez facilement, en neuf ou en occasion, à des prix très raisonnables. Par contre, les tomes 3 et les tomes 4 sont beaucoup plus compliqués à trouver. Komiku les a pas réédités pour le moment. Alors, est-ce que c'est prévu ou pas? J'en ai absolument aucune idée. J'ai pas vu passer cette info-là. Mais c'est vrai que c'est un des problèmes de Komiku, c'est que parfois, sur des séries un petit peu anciennes comme celle-là, alors je sais plus quand est-ce qu'elle a été éditée, 2015. 2015 en France, donc c'est pas une série hyper récente. On a du mal à les trouver parce que voilà, ils ne rééditent pas forcément ou pas en grosse quantité. Bon, déjà, ça reste une plus petite maison d'édition que Pika ou Glénat, forcément. Ils ont probablement moins de moyens aussi. Ça reste une petite série, peut-être un petit peu de niche aussi, puisqu'on est, comme je vous disais, on est sur une thématique un peu originale. Mais voilà, moi malgré tout, si vous avez l'occasion de tomber dessus, je ne peux que vous la recommander. C'est vraiment très sympathique et très non, mais différent de ce qu'on peut lire d'habitude. Voilà, Le berceau des mers de Mei Nagano. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce point lecture spécial graphique. C'était également le dernier des week-ends d'Anil. Donc pour moi, le dernier des week-ends d'Anil graphique également. Le prochain point lecture sur la chaîne sera un point lecture roman. Il est déjà tourné, il y a 4 titres à l'intérieur. J'espère qu'il vous plaira. J'espère que sur ce point lecture-ci, vous avez découvert certains titres, que je vous ai donné envie d'en découvrir d'autres. J'espère, sait-on jamais. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.